Voilà. Vignette. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Je pensais qu'il allait exploser mon budget. Donc c'est un book haul pour 10 balles, t'as plus rien. Parce que j'avais envie en fait de dépenser un petit peu de sous et je m'étais dit que j'allais peut-être en dépenser 20. Sauf que on m'a fait un cadeau et il y avait en plus un livre qui était, des livres qui étaient offerts dans des caisses, à côté des caisses. Oui, enfin à côté de l'endroit où on payait. Enfin bref, il y avait une foire aux livres au Secours Populaire qui était pas très loin de chez moi. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et ma foi, la pêche a été plutôt bonne. Alors les livres vont de gratuit à... Mais je rebranche mon bousin. Les livres vont de gratuit à 50 centimes, 1 euro et 2 euros pour les plus chers. Et donc j'en ai eu 2 qui ont été offerts. Le premier, je me demande si je ne l'ai pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est Paroles de Jacques Prévert. C'est une édition folio avec une photo de Jacques Prévert de Robert Doisneau, qui a été réalisée par Robert Doisneau. Comme vous pouvez le constater au vu de la jaunitude de la couverture et du bouquin, c'est du vieux livre. Ça a été édité en 1972, je n'étais point née et ça coûte 50 centimes. Donc on est sur les Paroles de Prévert. C'est donc un recueil de poèmes, de textes, etc. Allez, je vous en lis un petit. Je vous lis juste ce qu'il y a écrit aussi au niveau du 4e de couverture. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier et de sang, et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Je vais vous lire un petit poème que j'ai pris au pif. Sable mouvant. Démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, et toi, comme une algue doucement caressée par le vent, dans les sables du lit tu remues en rêvant. Démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, mais dans tes yeux entr'ouverts, 2 petites vagues sont restées. Démons et merveilles, vents et marées, 2 petites vagues pour me noyer. Connu pour ses poèmes et ses chansons, le poète le plus populaire, le scénariste du Quai des Brumes, Les Enfants du Paradis, quand même. Donc, premier livre qui m'a été offert. Enfin, qui a été offert parce qu'il était dans une caisse de livres. Et le second qui m'a été offert parce que je suis gentille, c'est Sagesse, Amour, Bonheur de Paul Verlaine aux éditions NRF. Oh, c'était acheté à la Schnook. C'est un portrait de Verlaine attribué à Vuillard. Et bah, du coup, il n'y a pas de traducteur forcément. Donc il y a une préface qui est énorme. Ça appartenait à Elsa, qui a rayé son nom. Je vais essayer de... Bah, ça devait être un bouquin de lycée, ça. Je vois que c'est un petit peu souligné. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous lire un poème en entier parce qu'ils ont l'air d'être assez longs. Donc je vais prendre au pif. Allez, par exemple, Ballade. À propos de 2 ormeaux qu'il avait, à Léon Vanier. Mon jardin fut doux et léger, tant qu'il fut mon humble richesse. Mi-potager et mi-verger, avec quelques fleurs qui se dressent, couleur d'amour et d'allégresse, et des oiseaux sur des rameaux, et du gazon pour la paresse. Mais rien ne valut mes ormeaux. Dans ma claire salle à manger, où du vin fit quelques prouesses, je les voyais tous 2 bouger, doucement au vent qui les presse, l'un vers l'autre en une caresse, et les feuilles flûtaient des mots. Le clos était plein de tendresse, mais rien ne valut mes ormeaux. Hélas, quand il fallut changer de cieux et quitter ma liesse, le verger et le potager se partagèrent ma tristesse. Et la fleur, couleur charmeresse, et l'herbe, oreiller de mes maux, et l'oiseau sur ma détresse, mais rien ne valut mes ormeaux.
Oui, bah Verlaine, parce que Rimbaud et Verlaine, que veux-tu? Donc, nous sommes à 2 livres, parce que je vous raconte pas la pile, je crois que j'en ai 14. On va passer à un truc, c'est une duologie, je l'espère, parce que je vais aller vérifier directement sur Internet, parce que sinon je pleure. C'est Les Enfants du Graal, puis Le sang des rois de Peter Berling. Donc on est toujours sur du poche. Je vais vous lire. Donc c'est du poche qui coûtait, il me semble, que 50 centimes. Exact. C'est Jeanne d'Arc insultée dans sa prison par Isidore Patrois. C'est un zoom, un extrait, je sais pas comment on dit. Et celui-là, c'est Chevalier mort à la première croisade de Pierre Seigneur de Noailles. Donc on est sur peut-être sur de la peinture classique là. Et on a une photo de l'auteur. Pourquoi les auteurs sont-ils tous de vieux barbus? Une photo de Irmélie Young. 1244. Tandis que fume encore le bûcher de Montségur, 2 enfants, réchappés du massacre des Cathares, s'enfuient sous la protection de Guillaume de Rubruck, le moine flamand qui les a pris en pitié. D'implacables ennemis les traquent, représentant des puissances colossales, ramifiées en tous les pays, Templiers, Dominicains, assassins de l'Orient. Tandis que Saint-Louis, l'empereur Frédéric II et le pape Innocent IV s'affrontent dans un conflit dont l'enjeu est rien moins que l'hégémonie européenne. Or, les 2 enfants sont porteurs d'un secret susceptible de bouleverser les trônes et les pouvoirs. Dans leurs veines coule un sang qui les voue à réconcilier un jour islam et chrétienté. Ils incarnent, au sens premier du mot, le légendaire Graal. Donc on a une petite bio, après une carrière consacrée au cinéma, où il fut entre autres le producteur et l'ami de Fassbinder, Schlöndorff, Jean-Jacques Hano. Peter Berling, passionné depuis toujours par le Moyen-Âge, s'est lancé dans cette vaste évocation d'un siècle de foi et de sang. Une fresque où l'érudition la plus fantastique et une réflexion pleine de résonances actuelles sur mysticisme et politique acquièrent le rythme haletant des grands romans d'aventure et de suspense. Et je ne vous l'ai pas dit du coup, mais on est au livre de poche. Donc, Les Enfants du Graal. Ah, il y a 5 tomes, je vais pleurer. Donc après Les Enfants du Graal et Le sang des rois, le tome 3 c'est La couronne du monde, le tome 4 c'est Le calice noir et le dernier, le tome 5 c'est La princesse et le kilim. Donc je suis dans la mouise. Bon, j'ai les 2 premiers. Pour vous donner envie et pour que vous partagiez un petit peu mon désarroi, je vais vous lire un petit bout du premier livre. Donc, un extrait du premier chapitre, donc c'est la première partie qui s'appelle Montségur. Le siège Montségur, automne de l'an 1243. Le soir tombait et partout s'allumèrent de grands brasiers. Les cantinières remplissaient les chaudrons, les soldats manœuvraient les broches, car la chasse dans les forêts de Corée et le pillage des fermes de Tola leur avait procuré plus d'une pièce de viande. S'ils n'avaient pas eu cette chance, il leur aurait fallu se contenter de ramasser glands ou châtaignes et de mastiquer le pain dur des fourrageurs. La troupe se composait de mercenaires. Leurs seigneurs, des chevaliers templiers, étaient des nobles du nord du pays, qui n'avaient pu se soustraire à la volonté de leur souverain Louis. Il y en avait aussi qui cherchaient à s'attirer les faveurs du roi, et d'autres encore, simples aventuriers, qui, ayant perdu fief et bénéfices, se promettaient d'obtenir quelques gains des pillages ou d'autres avantages, l'Église ayant promis de surcroît à chacun le pardon de tous ses péchés. Les murs de Montségur, dont le flanc le plus puissant formait un angle obtus au-dessus du camp, se dorèrent au rayon du soleil couchant. Combien sont-ils? Esclarmonde de Perella, la jeune fille du seigneur et maître du château, s'approcha sans peur du bord du mur, sans parapet, et s'arrêta pour regarder dans la vallée. 6 000? 10 000? Le vicomte Pierre-Roger de Mirepoix, beau-frère d'Esclarmonde et commandant de la forteresse, lui sourit. « Vous ne devriez point vous en inquiéter, fit-il, en la repoussant doucement en arrière, tant qu'ils ne seront pas capables d'en faire monter plus de 100 jusqu'à ces murs. Mais ils voudront nous affamer. Jusqu'à présent, chacun de ces seigneurs a planté sa tente à sa guise, bien séparée des autres. Mirepoix montra d'un geste de la main la prairie, la montagne et les vallées.
Cette arrogance stupide, ajoutée à la nature de ce pays accidenté et difficile à surveiller, ainsi qu'à la noirceur des bois dont ils ont peur, ont pour nous une conséquence favorable. L'encerclement qu'ils prétendent nous imposer est plus criblé de trous que le fromage des Pyrénées qu'on nous apporte tout frais chaque semaine. Il essayait clairement de lui redonner courage. Le nom de baptême d'Esclarmonde l'obligeait à garder présent à l'esprit l'exemple de cette autre cathare, célèbre entre toutes, également connue sous le nom de sœur de Parsifal, qui avait restauré et remis en état la forteresse de Montségur 40 ans plus tôt. Comme elle, la jeune Esclarmonde était une parfaite, elle était pure. Si la montagne du salut succombait, alors elle courait les plus graves dangers, mais elle ne semblait pas se rendre compte du risque. J'ai l'impression que c'est quand même bien documenté en termes de tout ce qui est cathare et compagnie, sachant que ce sont des sociétés religieuses et il y a pas mal de secrets autour de ça. Je n'y connais pas grand-chose, hein. Mais ce qui traîne en fait sur les réseaux, par exemple sur les cathares, c'est beaucoup d'histoires autour de trésors cathares, du Graal, etc. Donc, c'est sans doute des histoires qui traînent depuis le Moyen-Âge et depuis le... Là, est-ce qu'on n'est pas déjà dans les croisades? Parce que, excuse my French, je suis pas très... J'ai probablement bien oublié pas mal de trucs en histoire. On passe ensuite à un recueil de contes qui s'appelle Contes à rebours, science-fiction, nouvelle du temps de vivre de... On est chez Mingès. Je me remets, comme ça je peux vous voir. Les contes à rebours réunissent les meilleures nouvelles diffusées au cours de l'émission Le Temps de Vivre, regroupées pour les amateurs d'humour, de science-fiction, de fantastique et d'insolite. Les contes à rebours distillent, dans le cadre exquis de la nouvelle, le merveilleux et l'étrange dans un climat de rêverie poétique et d'évasion en forme de clin d'œil. Frottés au sel d'un humour savoureux, tantôt grinçant, parfois noir, toujours pétillant, les contes à rebours sont des gemmes aux surprenantes brillances à savourer page après page, le sourire au coin des lèvres en se laissant guider à la lisière d'une suave angoisse. Les auteurs sont de doux farfelus, d'aimables poètes de l'absurde qui vous prendront sous leur charme et vous feront rire et rêver en frisant sous vos yeux la chevelure rebelle et rutilante de leur muse fantaisiste. Je trouve que... Oh, c'est une nana, j'avais pas fait gaffe. Attendez, je fais un petit zoom. C'est une fille qui est... La couverture, elle est vraiment sympa, hein. Pour un livre qui est assez ancien, il me semble. On est sur un livre de 1976. Je ne vais pas vous lire d'extrait parce que comme c'est des nouvelles et elles sont courtes, ça ne va pas avoir un grand intérêt. Toujours dans les 50 centimes. Leçon du monde fluctuant de Jérôme Noiret. On est chez J'ai lu la collection science-fiction. Il y en avait... Alors... Quand on était au Secours Pop, au niveau de la foire aux livres, il y avait, je dirais que 50% des bouquins, c'était du policier, thriller, etc. J'ai du mal à aller vers ce genre de livres. Il y avait au niveau de l'imaginaire, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait peut-être une trentaine. C'était surtout des vieux bouquins SF qui faisaient un peu pulp, vous voyez, avec les nanas en bikini, etc. Donc j'ai pris le truc, j'ai fait j'ai reposé. Parce que oui, des fois, une couverture moche, ça donne pas envie de lire. Parce que là, c'était un peu bouffe mon sexisme d'il y a 50 ans. Mais bref, je n'ai pas trouvé beaucoup de livres de l'imaginaire et ça m'étonne pas. Mais du coup, j'ai trouvé celui-là. Donc, on est chez J'ai lu collection science-fiction. Parce qu'il nourrit une passion esthétique, mais néanmoins coupable aux yeux de ses contemporains, pour les toutes jeunes filles. Charles Ludwig Dodgson est exilé dans les contrées lointaines de Nova Scholastica. J'ai réussi à le dire une fois. Dans cette colonie britannique perdue au milieu de l'océan Indien, où les frontières du réel, du rêve et de la mort se confondent et se chevauchent, il ne prendra jamais le pseudonyme de Lewis Carroll, rencontrera des personnages étranges et toujours poursuivra le fantôme de son Alice. Donc Jérôme Noiret, je ne sais pas comment on le dit, c'est l'auteur d'une dizaine de romans pour adultes,
Féerie pour les ténèbres, le diapason des maux et des misères. Et pour les ados, Fleur de dragon, l'empire invisible. On est sur une illustration de Marc Simonetti. Game of Thrones. Jérôme Noiret, en fait, c'est un nom qui me dit quelque chose, donc, mais je ne sais pas d'où. La leçon d'arithmétique. La mer était agitée en ces débuts de mois d'avril. Elle crachait ses embruns jusque sur les vitres du train Oxford-Sandown, y dessinant des mouettes laiteuses et floues. Les messieurs lisaient le Never Too Late to Learn du jour, plus dans l'espoir de combler leur ennui que leur ignorance. Les mères de famille obligeaient leurs enfants à déchiffrer les pages du Aunt Judy's Magazine, leur promettant bonbons et pommes au sucre s'ils s'appliquaient. Les voyageurs les plus âgés regardaient avec défaitisme les nuages gris amoncelés à l'horizon qui s'apprêtaient à venir gâcher leur cure d'iode annuelle. Le train dépassa une longue enfilade de cabines de bain rayées, surmontées de fanions rouges, puis il se mit à ralentir en envoyant valdinguer quelques bagages. Il s'arrêta devant la charmante gare de Sandown, fraîchement repeinte du même blanc qu'arboraient les falaises de craie. Un escalier descendait jusqu'à la plage en 3 décrochements successifs. Sur un banc, à mi-pente, était assise une dame qui se protégeait sous une ombrelle d'un soleil pourtant absent. Elle saluait de manière répétitive, sans jamais les regarder, les rares vacanciers osant braver le vent qui soufflait du large. La plage de Sandown était à marée basse. La longue promenade sur pilotis, qui pointait quelques continents lointains, ressemblait à une scolopendre albinos raidie par le cyanure d'un entomologiste. Ça, c'est une comparaison. Des pêcheurs à la ligne attendaient que la mer remontât. Pour passer le temps, ils s'amusaient à attraper des lambeaux d'algues au bout de leurs hameçons. Je vais m'arrêter là. Je trouve ça relativement intriguant. Je lis assez peu de SF. Ça a l'air d'être plutôt SF. Parce qu'on dit en fait, entre uchronie et rêve éveillé, le son du monde fluctuant revisite de manière très personnelle le mythe d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, sachant qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est un livre que j'ai trouvé trop barré pour moi. On passe ensuite à... On est toujours dans les 50 centimes. J'ai pris 2 novélisations. Donc, je vous les montre juste rapidement. Je vais commencer par le 5e élément. Donc, c'est celui-là. Le 5e élément, c'est un film de Luc Besson qui est sorti il y a fort longtemps, que j'ai vraiment aimé, qui est vraiment... Il y a un côté très fun. Et ceci, c'est la novélisation du film. Donc c'est un film que j'ai vraiment aimé. Comme dans les éternelles histoires d'amour et de survie, des bons et des méchants s'affrontent dans un futur exotique où tout peut arriver. Le 5e élément raconte celle d'un héros amené malgré lui à combattre le mal absolu. L'humour, l'action et bien sûr l'amour composent le 5e élément, écrit et mis en scène par Luc Besson, le réalisateur de Nikita et de Léon. Roman traduit de l'anglais par Dominique Haas. C'est un roman de Terry Bisson, d'après un scénario de Luc Besson et Robert-Marc Kamen, sur une idée originale de Luc Besson. Et c'est traduit par Dominique Haas chez Pocket. Et la couverture, c'est celle du film. Oh, ah oui! Ah, je me souviens! L'ouverture! On était en 1913 et la der des der, la Première Guerre mondiale, n'avait pas encore éclaté. Mais d'autres guerres faisaient rage. Le Nil livrait son combat millénaire contre le désert, à la lisière des maigres champs entourant les villages. L'affrontement se soldait, certaines années, par la victoire du sable, qui gagnait un peu de terrain sur les terres cultivables, d'autres années par une petite reculade des dunes. Un baudet sur lequel était monté un gamin fournissait une illustration de la guerre entre l'animal et l'homme. L'âne avançait pesamment le long d'une piste qui partait de petits lopins de terre et s'enfonçait dans le désert. Il ralentit l'allure jusqu'à ce que le gamin lui flanque un coup de badine entre les oreilles, remportant un avantage provisoire dans la bagarre. « Avance !» dit Omar, dans un dialecte aussi ancien que les tombes disséminées dans le paysage. « Enfin, pas trop vite quand même !» ajouta-t-il. Le gamin se battait, lui aussi. Il menait la lutte éternelle de la jeunesse contre la vieillesse. On l'avait envoyé chercher de l'eau, et il n'était pas pressé de revenir pour se faire à nouveau bousculer par les adultes.
Alors, ça ne se déroule pas du tout en 1913, hein. C'est juste ce qui va déclencher l'histoire qui se déroule en 1913. Et on est vraiment sur une histoire qui est dans un futur lointain. Donc, je sais plus exactement, mais en gros, il y a des vaisseaux, des extraterrestres partout. Et c'est très manichéen, c'est la lutte du bien contre le mal, avec des super personnages et un côté très fun. J'aime beaucoup les débuts moi, de Luc Besson, j'aime bien ce cinéaste. On passe à Stranger Things de donc, Suspicious Minds. Vous admirez l'accent anglais. Donc Stranger Things, pour ceux qui vivent dans une grotte ou qui n'ont pas Netflix, pardon, vous n'êtes pas obligés, hein. Je me moque de vous. Stranger Things, c'est une série télé qui compte maintenant 5 saisons, qui se déroule dans les années 80, donc avec une grande esthétique autour des années 80, le jeu de rôle et compagnie, et tous les côtés un peu théorie du complot de l'époque, comme les labos qui emprisonnent des gens, qui font des expériences sur les gens, etc. Et le début de l'histoire, en fait, c'est qu'il y a une gamine de 11 ans, je crois bien, qui s'appelle Eleven parce qu'elle a un 11 tatoué sur son poignet, peut-être bien. S'est échappée. Elle a une espèce de chemise d'hôpital. Elle a le crâne rasé et elle a à peu près 0 code social. Donc c'est un chat sauvage. Et surtout, Eleven est une gamine qui a des pouvoirs de télépathie, de télékinésie, etc. Et ça ne s'arrête pas là, parce que plus loin, en fait, dans l'histoire, donc elle va rencontrer des enfants de son âge qui vont la cacher. Les parents vont commencer à se rendre compte qu'elle est là. Et aussi en parallèle, on a un enfant qui disparaît. Donc un petit frère de ces gamins de ce groupe d'amis là était parti faire du vélo dans les bois et pouf, disparu. Donc la mère complètement, maman solo complètement affolée, etc. Et l'enquête s'oriente de plus en plus vers une mort de l'enfant, sauf que c'est autre chose et de bien plus inquiétant. Et donc il y a bien une histoire de labo et d'enfants sur lesquels des expériences sont pratiquées. Des trucs pas très cool. C'est une super série sur l'amitié, sur l'amour, les fonctions parentales aussi. C'est vraiment très cool. 13 années 80, mais bon, c'est un esthétique qui revient à la fois dans la musique et dans... Enfin, c'est vraiment touchant. Et ce mec-là, c'est le mal absolu. Traduit de l'anglais par Céline Morzel et la couverture, c'est Scott Biel. Respire, tournesol, arc-en-ciel. Le préquel de la série événement Stranger Things, exclusivement en roman. 1969. Étudiante sur le petit campus d'une université de l'Indiana, Terry est bien loin des soubresauts qui secouent le pays, profondément divisé par la guerre du Vietnam. Mais quand elle apprend qu'on recherche de jeunes cobayes pour une étude gouvernementale menée dans la petite ville de Hawkins, elle se retrouve embarquée dans un projet inquiétant, nom de code MK Ultra. Camionnettes aux couleurs sombres, laboratoires cachés au fond des bois, substances hallucinogènes administrées par des chercheurs muets comme des tombes. Terry, jeune et idéaliste, est bien décidée à lever le voile sur les manigances de l'inquiétant docteur Brenner, le mal absolu, souvenez-vous. Elle est vachement bien cette couverture. Car derrière les murs du laboratoire national de Hawkins, l'ampleur de la conspiration dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Pour relever le défi, il lui faudra l'aide des autres cobayes devenus ses compagnons d'armes, à commencer par une fillette au pouvoir sidérant, dont le nom est un simple chiffre, 8. Terry et le docteur Brenner vont dès lors se livrer à une guerre d'un genre nouveau dont le champ de bataille n'est autre que le cerveau humain. Vous aimeriez savoir comment 11 a pu venir au monde? Stranger Things Suspicious Minds lève le voile sur les événements qui précèdent la célèbre série des frères de fer et suit les péripéties, je sais pas quoi, parce qu'ils m'ont collé une étiquette dessus. Donc c'est un livre qui était également à 50 centimes. Il y a une très jolie dédicace de l'autrice à toutes les mères, à commencer par la mienne, dont le courage indomptable est un exemple. Je vous lis un petit bout du prologue. Juillet 1969, Laboratoire national de Hawkins, Indiana. Au volant d'une voiture d'un noir immaculé, l'homme suivait les méandres d'une route aussi plate que tout le reste de l'Indiana. Il ralentit en arrivant devant un portail grillagé,
orné d'un panneau accès réglementé. Le garde en faction lui jeta un très bref coup d'œil par la vitre avant de contrôler sa plaque d'immatriculation et de l'autoriser à passer d'un simple geste de la main. Le personnel du laboratoire attendait de toute évidence son arrivée. Peut-être même aurait-il déjà réorganisé les lieux à sa convenance, conformément aux instructions qu'il leur avait fait parvenir à l'avance. Quand il atteignit le poste de contrôle suivant, il baissa sa vitre d'un tour de manivelle pour présenter ses papiers au soldat qui faisait office d'agent de sécurité. Le militaire lui prit son permis, en évitant soigneusement de croiser son regard, une constance chez la plupart de ses interlocuteurs. Lui accordait au contraire une attention considérable à tous ceux qu'il rencontrait pour la première fois, au début en tout cas, car en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire, il les avait déjà évalués et catalogués, sexe, taille, poids et origine ethnique, d'où il tirait une première estimation de leur intelligence et, plus important encore, de leur potentiel. Une fois ce dernier diagnostic établi, la quasi-totalité des cobayes perdait presque tout intérêt à ses yeux, mais l'homme gardait toujours espoir. D'autant que l'observation et l'analyse, une part essentielle de son travail, s'apparentaient chez lui à une seconde nature, et si la majorité des individus ne présentaient aucune valeur à ses yeux, les rares exceptions à la règle étaient, tout simplement, la raison même de sa présence en ces lieux. Il a l'air sympa ce monsieur. Yeats, Everyman's Poetry. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire avec mon accent pourri le bouquin, enfin de vous lire un bout, parce que autant je peux comprendre ce que je vais lire, mais autant le lire à voix haute en anglais, ça va être un petit peu ridicule. Donc, ce sont des poèmes qui ont été sélectionnés et édités par John Kelly de l'université de Oxford. Et c'est une maison d'édition londonienne qui date de 97. J'avais une envie de lire un petit peu de poésie, donc il est fort probable que d'ici quelques temps, une fois que j'aurai lu un petit peu de poésie, je vous ferai un petit vlog lecture là-dessus, une petite chronique. Et on passe donc aux livres de poche qui ont coûté 1 €, qui ont un petit peu une thématique identique. On commence par No Home de Yaa Gyasi, au livre de poche, avec une très belle couverture de nathanburtondesign.com. C'est traduit de l'anglais par Anne Damour. 18e siècle, Côte de l'Or, au plus fort de la traite des esclaves. Née en pays Fanti et Ashanti, Effia et Ezi sont demi-sœurs mais ne se connaissent pas. La sublime Effia est contrainte d'épouser un Anglais, le capitaine du port de Cape Coast, où, dans les cachots, sont enfermés les futurs esclaves. Parmi eux, Ezi. Elle sera expédiée en Amérique. Ses enfants et petits-enfants seront continuellement jugés sur la couleur de leur peau. La descendance d'Effia, métissée et éduquée, perpétuera le commerce triangulaire familial et devra survivre dans un pays meurtri pour des générations. Yaa Gyasi nous conte le destin d'une famille à l'arbre généalogique brisé par la cruauté des hommes. Un voyage dans le temps inoubliable. On a une petite bio. C'est une écrivaine ghanéenne. Donc originellement c'était chez Kelman Levy et donc là on est chez le livre de poche. Il y a un proverbe Akan. La famille est comme la forêt. Si tu es dehors, elle est dense. Si tu es dedans, tu vois que chaque arbre a sa place. La nuit où naquit Effia, dans la chaleur moite du pays Fanti, un feu embrasa la forêt, jouxtant la concession de son père. Il progressa rapidement, creusant son chemin pendant des jours. Il se nourrissait d'air, il dormait dans les grottes et se cachait dans les arbres. Il brûla, se propagea, insensible à la désolation qu'il laissait derrière lui, jusqu'à ce qu'il atteigne un village Ashanti. Là, il disparut, se fondant dans la nuit. Le père d'Effia, Cobb Hotcher, laissa sa femme Bahaba avec la nouvelle-née pour aller inspecter les dommages causés à ces ignames, ces précieuses racines essentielles à la nourriture des familles. Cobb en avait perdu 7, et chaque perte était pour lui un coup porté au sien. Il comprit alors que le souvenir du feu qui s'était embrasé, puis enfui, le hanterait, lui et ses enfants, et les enfants de ses enfants, aussi longtemps que durerait sa lignée.
À son retour, quand il entra dans la case de Baaba et y trouva Ephia, l'enfant de l'incendie, qui hurlait à plein poumon, il regarda sa femme et dit « Nous ne parlerons plus jamais de ce qui est arrivé aujourd'hui. » Les villageois commencèrent à dire que l'enfant était né du feu, que c'était pourquoi Baaba n'avait pas de lait. Ephia fut nourrie par la deuxième femme de Kobe, qui avait donné naissance à un fils 3 mois plus tôt. Ephia ne voulait pas téter, et quand elle le faisait, ses gencives dures déchiraient les mamelons de la femme qui finit par avoir peur de la nourrir. Elle maigrit au point de n'avoir plus que la peau sur ses petits os d'oiseau et un grand trou noir en guise de bouche d'où sortait un hurlement affamé, audible dans tout le village, même les jours où Baaba faisait de son mieux pour le contenir, pressant la paume rude de sa main gauche sur les lèvres du bébé. « Aime-la » ordonna Kobe, comme si aimer était un acte aussi simple que de prendre de la nourriture dans une assiette et la porter à sa bouche. La nuit, Baaba rêvait qu'elle abandonnait le bébé dans la sombre forêt pour que le dieu Niamey en fasse ce qui lui plairait. Je m'arrête ici. Alors je trouve qu'on a un peu dépassé l'incipit là parce qu'on n'est pas strictement sur la première phrase, mais ça donne terriblement envie. Je ne sais pas vous. Moi, Tituba, sorcière de Maryse Condé. Donc c'est l'illustration, c'est un détail du portrait de négresse de Benoît qui est exposé au musée du Louvre à Paris. C'est une photo de la réunion des musées nationaux. Je pense qu'il n'y a pas de traductrice, il me semble qu'elle est guadeloupéenne, Maryse Condé. Fille de l'esclave Abena, violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier, Tituba, née à la Barbade, est initiée au pouvoir surnaturel par Man Yaya, guérisseuse et faiseuse de sorts. Son mariage avec John Indien l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris. C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des sorcières de Salem en 1692. Tituba est arrêtée, oubliée dans sa prison jusqu'à l'amnistie générale qui survient 2 ans plus tard. Là s'arrête son histoire. Maryse Condé la réhabilite, l'arrache à cet oubli auquel elle avait été condamnée et pour finir la ramène à son pays natal, la Barbade, au temps des nègres marrons et des premières révoltes d'esclaves. Il y a une petite dédicace de Maryse Condé. Tituba et moi avons vécu en étroite intimité pendant 1 an. C'est au cours de nos interminables conversations qu'elle m'a dit ces choses qu'elle n'avait confiées à personne. Je trouve ça très beau. Je vais vous lire le début. Ça commence fort. Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ the King, un jour de 16, alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C'est de cette agression que je suis née, de cet acte de haine et de mépris. Quand, de longues semaines plus tard, on arriva au port de Bridgetown, on ne s'aperçut point de l'état de ma mère. Comme elle n'avait sûrement pas plus de 16 ans, comme elle était belle, avec son teint d'un noir de jais, et sur ses hautes pommettes le dessin subtil des cicatrices tribales, un riche planteur du nom de Darnell Davis l'acheta très cher. Avec elle, il fit l'acquisition de 2 hommes, 2 Ashanti, ceux-là aussi, victimes des guerres entre Fanti et Ashanti. Il destinait ma mère à sa femme, qui ne parvenait pas à se consoler de l'Angleterre et dont l'état physique et mental nécessitait des soins constants. Il pensait que ma mère saurait chanter pour la distraire, danser éventuellement, et pratiquer ces tours dont il croyait les nègres friands. Il destinait les 2 hommes à sa plantation de canne à sucre, qui venait bien, et à ses champs de tabac. C'est raide, hein. Jennifer, l'épouse de Darnell Davis, n'était guère plus âgée que ma mère. On l'avait mariée à cet homme rude qu'elle haïssait, qui la laissait seule le soir pour aller boire et qui avait déjà une meute d'enfants bâtards. Jennifer et ma mère se lièrent d'amitié. Après tout, ce n'étaient que 2 enfants effrayés par le rugissement des grands animaux nocturnes et le théâtre d'ombre des flamboyants, des calebassiers et des mapous de la plantation. Elles se couchaient ensemble et ma mère, les doigts jouant avec les longues tresses de sa compagne, lui contait les histoires que sa mère lui avait contées à Aquapim, son village natal. Elle rameutait à leur chevet toutes les forces de la nature afin que la nuit leur soit conciliante
et que les buveurs de sang ne les saignent pas à blanc avant le lever du jour. Quand Darnell Davis s'aperçut que ma mère était enceinte, il entra en fureur, pensant aux bonnes livres sterling qu'il avait dépensées pour l'acquérir. Voilà qu'il allait avoir sur les bras une femme mal portante et qui ne serait d'aucune utilité. Il refusa de céder aux prières de Jennifer et pour punir ma mère, il la donna à un des Ashanti qu'il avait acheté en même temps qu'elle, Yao. En outre, il lui interdit de remettre pied à l'habitation. Yao était un jeune guerrier qui ne se résignait pas à planter la canne, à la couper et à la charroyer au moulin. Aussi, par 2 fois, il avait tenté de se tuer en mâchant des racines vénéneuses. On l'avait sauvé de justesse et ramené à une vie qu'il haïssait. Darnell espérait qu'en lui donnant une compagne, il lui donnerait aussi goût à l'existence, rentrant ainsi dans ses dépenses. Comme il avait été mal inspiré ce matin de juin, à 1600 et quelques, quand il s'était rendu au marché aux esclaves de Bridgetown, un des 2 hommes était mort, l'autre était un suicidaire, et Abena était grosse. Ma mère entra dans la case de Yao peu avant l'heure du repas du soir. Il était étendu sur sa couche, trop déprimé pour songer à se nourrir, à peine curieux de cette femme dont on lui avait annoncé la venue. Quand Abena apparut, il se redressa sur un coude et murmura « Aquaba », ce qui veut dire « bienvenue ». Puis il la reconnut et s'exclama « C'est toi !» Abena fondit en larmes. Trop d'orages s'étaient accumulés au-dessus de sa courte vie. Son village incendié, ses parents éventrés en tentant de se défendre, ce viol, à présent la séparation brutale d'avec un être aussi doux et désespéré qu'elle-même. Yao se leva et sa tête toucha le plafond de la case, car ce nègre était aussi haut qu'un Akoma. « Ne pleure pas, je ne te toucherai pas, je ne te ferai aucun mal. Est-ce que nous ne parlons pas la même langue ? Est-ce que nous n'adorons pas le même Dieu ?» Puis il abaissa les yeux vers le ventre de ma mère. « C'est l'enfant du maître, n'est-ce pas ?» Des larmes, encore plus bruyantes, encore plus brûlantes, de honte et de douleur, jaillirent des yeux d'Abena. « Non, non, mais c'est quand même l'enfant d'un blanc. » Comme elle se tenait là, devant lui, tête basse, une immense et très douce pitié emplit le cœur de Yao. Il lui sembla que l'humiliation de cet enfant symbolisait celle de tout son peuple, défait, dispersé, vendu à l'encan. Il essuya l'eau qui coulait de ses yeux. « Ne pleure pas. À partir d'aujourd'hui, ton enfant, c'est le mien. Tu m'entends ? Et gare à celui qui dira le contraire. » Elle ne cessa pas de pleurer. Je vais m'arrêter ici, parce que ça donne très envie de lire la suite. C'est un livre qui fait dans les 275 pages. Et en fait, je l'avais repéré ce livre-là parce que on a la librairie du musée de Nantes, donc le musée qui a beaucoup fait aussi pour reconnaître et parler de l'esclavage, parce que Nantes, évidemment, était un port négrier. Et c'est un livre qui m'avait fait de l'œil là-bas, donc ça y est. On passe ensuite aux 2 gros pavés que j'ai eus pour la modique somme de 2 € chacun. Je crois que j'ai acheté 14 livres. Je crois que je vais faire un non-haul. On commence par L'amour caché de Charlotte Brontë de Jolien Janding chez l'Archipel, avec en couverture Ilina Simeonova Trevillon, traduit par Daniel Momon. Je vais vous lire le 4e. J'aime beaucoup la couverture, elle est jolie. Cet épisode méconnu de la vie de Charlotte Brontë éclaire toute l'œuvre de l'auteur de Jane Eyre, dit le bookseller. En 1842, Charlotte et Emily Brontë quittent leur Yorkshire natal pour parfaire leur français à Bruxelles. L'arrivée dans la capitale belge est un choc pour les 2 jeunes femmes. D'un naturel exalté et curieux, Charlotte rêve d'y conquérir sa liberté. Sur place, elle fait la connaissance de Claire Egger, la directrice du pensionnat où elle et Émilie sont hébergées, et de Constantin, son époux, qui y enseigne la littérature. Charlotte voit en cet homme le symbole de l'intelligence et de la virilité. Ce maître, qui joue de son pouvoir sur ses jeunes élèves, devient vite l'objet de ses fantasmes, tant intellectuels, physiques que sentimentaux. Le retour à Haworth est rude, d'autant qu'avant son départ, Constantin lui a avoué qu'il partageait ses sentiments. Charlotte n'a dès lors qu'une idée, retourner à Bruxelles pour vivre sa passion, quitte à s'y consumer.
Cette histoire d'amour teintée de scandale inspirera à Charlotte Brontë son chef-d'œuvre, Jane Eyre, Monsieur Rochester devenant le double romanesque de Constantin Hedger. Donc, c'est écrit par une spécialiste de la littérature anglaise du XIXe siècle. En octobre 2015, elle a été la première auteure non britannique conviée au rendez-vous littéraire annuel de la Brontë Society à Haworth. Je ne sais pas comment on le dit. Donc, c'est un livre qui fait un peu plus de 300 pages, avec une citation d'Oscar Wilde. Il faudrait vraiment que je lise parce que j'adore ces citations. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Les cloches de l'église Saint-Michel et Sainte-Gudule sonnent minuit, et vous voici en l'an 1842. Le taffetas des robes bruisse, des becs de gaz éclairent les rues. La semence des hommes mariés ne saurait être gaspillée, et des jeunes filles démunies vendent leurs nattes. Une histoire d'amour s'apprête à naître sous vos yeux, une idylle défendue. Des paquets de lettres, retenus chacun par un ruban jaunâtre, témoignent de ces amours clandestines, de cette passion illicite dont rien n'aurait pu éteindre le feu. L'histoire se déroule dans un royaume si absurdement petit qu'on peine à croire qu'il existe ailleurs que dans notre imagination. Ce royaume, c'est la Belgique, un nom qui semble issu d'un conte, même si César, en son temps, évoqua les Belges et écrivit qu'ils étaient le peuple le plus valeureux de toute la Gaule. Cette contrée minuscule, pareille à un pou niché dans le pelage de l'Europe, se révèle cependant extrêmement fertile avec ses prairies luxuriantes, ses vaches grasses et ses oies si replètes qu'on a du mal à les soulever. Ici pourtant, la plupart des fermiers ou des ouvriers agricoles mangent tout juste à leur faim. Les gentilshommes, eux, exhibent leurs bedaines, leurs épouses, ou leurs filles possédant quant à elles des hanches généreuses, une poitrine opulente et une ronde figure aux joues roses. Les habitants de ce bon peuple qu'est la Belgique ne se comprennent pas toujours entre eux. Leur roi aime à s'exprimer en allemand, aristocrates et bourgeois préfèrent le français, et pour ce qui est du bas peuple, dans le sud du pays, il parle un patois français, tandis que dans le nord, il utilise le flamand, un dialecte néerlandais. Un chaos linguistique, source de confusion et de discorde. Si d'aventure vous croisez la route d'un représentant de la classe ouvrière flamande opprimée, remarquez ses épaules robustes, mais qu'il ne cesse de hausser, sa tête un peu penchée vers l'avant, dans une attitude d'éternelle attention suspicieuse, ses sourcils froncés au-dessus d'un regard de muette rébellion. La Belgique, où la division est la reine. Pourtant, bien qu'il s'agisse d'une contrée miniature, sa capitale est en train de se développer à une vitesse effarante. Bruxelles. Une ville au cœur constituée de grandes places et de larges avenues qui se croisent à angle droit, de palais et d'hôtels particuliers, ainsi que d'un superbe parc aux allées ombragées. Ce cœur-là est prisé des bourgeois et des grosses fortunes. Au-delà sinuent les voies fréquentées par le commun des mortels, cependant que, plus loin encore, se multiplient les ruelles humides. Enfin, le long des canaux de la ville, entre les demeures des nantis comme entre les bicoques des nécessiteux, une rivière étriquée circule, dont les eaux d'un vert boueux empestent. Mais avant que vous partiez rejoindre avec l'héroïne de cette histoire une Bruxelles à l'expansion galopante, si vous arriviez d'Angleterre, il vous faudra traverser la mer du Nord à bord d'un vapeur, puis la campagne flamande en diligence. Permettez-moi de vous laisser entrevoir le sort qu'il attend là-bas. J'aime bien qu'il y ait une adresse au lecteur. Franchement, j'aime bien. Et en fait, en préparant les vidéos là, sur les sorties de livres, je me rends compte que l'Archipel, je pense que c'est une maison d'édition qui pourrait me convenir, qui m'attire autant en tant que lectrice que peut-être de futures autrices. On ne sait jamais. Et dernier pavé, Des palmiers dans la neige de Luz Gabas, le phénomène éditorial espagnol chez Charleston, et pareil pour Charleston. On s'est traduit de l'espagnol par Anaïs Goacolou, et le design, la photographie, c'est Trévillon Images. Donc Des palmiers dans la neige, ça a été adapté sur Netflix dans une mini-série, je vous mettrai le lien vers l'affiche hallucinée par exemple. Elle va bien, elle est très forte, elle n'a pas eu le choix. Un fragment de lettre découvert par hasard et toutes les certitudes de Clarence de Rabaltué s'effondrent.
Bercée dès l'enfance par les récits de son père, elle croyait tout savoir de cette jeunesse passée sur l'île tropicale de Fernando Po'o, en Guinée espagnole. De l'odeur enivrante du cacao, de la richesse de la végétation et du soleil écrasant. Mais elle ignore tout de cette mystérieuse elle et de son lien avec son père. Et s'il existait une toute autre vérité, loin de l'histoire familiale officielle, un passé fait de secrets, d'amours interdites, de conventions sociales bafouées et de dangers. Clarence s'envole pour la Guinée, déterminée à remonter le temps jusqu'à cet hiver 1953 où tout a commencé. À la fois grande saga familiale et fresque épique, le récit traverse les océans, les générations et nous confronte à l'un des aspects les plus sombres de notre passé colonial. Une bouleversante histoire d'amour interdit dans la lignée de Out of Africa. Je vais vous lire enfin un petit bout et on va clore ce book haul. Ce soir, vous vous aimerez avec désespoir parce que vous savez que ce sera votre dernière nuit ensemble. Vous ne vous reverrez jamais. Jamais. Ce ne sera pas possible. Vous vous caresserez et vous vous embrasserez avec une intensité que seule l'angoisse peut procurer à deux personnes désireuses de s'imprégner de l'essence de l'autre par le goût et le toucher. La pluie tropicale martèle sans relâche la balustrade verte de la galerie extérieure qui conduit aux chambres, étouffant vos gémissements furieux. Les éclairs cherchent à s'étirer dans le temps pour vaincre l'obscurité. Laisse-moi te voir, te toucher, te sentir une minute de plus. Dans un coin de la chambre, deux valises de cuir fatiguées. Sur un dossier de chaise, une gabardine, une armoire vide aux portes entr'ouvertes, un chapeau colonial et une photographie sur la table. Des vêtements aux couleurs vives, épars sur le sol, un lit transformé en nid d'amour par la moustiquaire qui tombe du plafond. Deux corps qui se meuvent dans la pénombre. Après 18 ans, c'est fini. Tu aurais pu défier le danger et décider de rester. Tu aurais évité la pluie. Cette maudite pluie qui s'obstine à marquer les moments les plus tristes de ta vie. Tu ne souffrirais pas par cette nuit si noire. Les gouttes rebondissent sur les vitres. Quant à elle, elle aurait pu ne pas te regarder, sachant qu'il aurait mieux valu éviter. Et elle ne souffrirait pas par cette nuit de clarté intermittente et cruelle. La pluie douce et paisible s'accroche aux objets et glisse lentement, comme les larmes, baignant l'atmosphère d'une mélancolie contagieuse. La pluie forte de cette nuit, menaçante, cingle et rappelle qu'elle ne s'attache à personne. Même la terre ne peut l'absorber. Elle meurt à l'instant cruel où elle frappe le sol. Vous avez savouré nombre de nuits d'amour calme, tendre, sensuel, mystique. Vous avez joui du plaisir interdit. Et vous avez également eu la liberté de vous aimer au grand jour. Mais vous n'en avez pas eu assez. Cette nuit, 1001 gouttes de tornade imprègnent chacun de vos mouvements. Fais-lui mal. Griffe sa peau, mords, lèche. Imbibe-toi de son odeur. Pour exister, pour vous faire souffrir. Parce que vous ne pouvez rien changer. Vous avez assumé la séparation, cette maudite résignation. Prends son âme et sème, même si tu sais que ça ne germera plus. Je m'en vais, tu t'en vas, mais tu gardes mon cœur, pour toujours. Le prologue est écrit au tu. C'est pas souvent ça, et je trouve que c'est très immergent. Parce qu'au début, je pensais que c'était une adresse au lecteur aussi, comme dans le livre précédent, mais en fait, non. Je clôt donc ce book haul au Secours Pop, donc les foires aux livres, c'est la première fois que j'y vais, je pense bien. Et j'ai acheté pour la modique somme de 9,50 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, c'est 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 13 livres, je pensais qu'il y en avait 14. Je suis presque déçue. Bref, je pense qu'un de ces quatre, je vous ai toujours pas montré ma bibliothèque, mais vous vous doutez bien qu'à un moment, ça rentre plus. Donc je pense que je vais faire un tri des livres que j'ai lus et que je ne compte pas relire notamment, ou des livres qui... moi après, ça m'emmerde un petit peu de me séparer de livres que je n'ai pas lus. Parce que vous savez, peut-être que là, tout de suite, on n'a pas envie de les lire, mais ça peut venir après. Et je dirais que là, ce que j'ai envie de plus lire, c'est Des palmiers dans la neige, L'amour caché de Charlotte Brontë, Moi Tituba sorcière, No Home aussi. Les poèmes, peut-être pas tout de suite, ça non plus. Ouais, et pour l'histoire de la pentalogie que je pensais qui était une duologie, ça me fait un peu chier. Je suis verte, donc ça veut dire que je ne vais pas les lire tout de suite vu que j'aurai pas la suite.
Donc ouais, les derniers, c'est plus ceux que j'ai envie de lire tout de suite, sachant que par exemple, tout ce qui est recueil de poèmes, c'est un petit peu... c'est un livre qu'on... C'est pas un livre qu'on dévore, c'est un livre on va piocher un petit peu à droite à gauche. Et je galère toujours, j'ai toujours pas fini le livre de Francis Ponge pour Passe ton bac là. Il me reste pas grand chose, mais alors, j'ai du mal. Hein. Je vous en dirai plus quand je l'aurai fini, quand je tournerai la vidéo. A tout bientôt, rêvez tout grand. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse parmi ces livres-là, si vous en avez déjà lu, ou pas forcément si vous avez lu ces livres-là précisément, mais si vous avez déjà lu par exemple des livres de ces auteurs. Et lisez tout plein. Salut!